Le 12 août 2000, en Russie. Ce qui devait être un simple entraînement pour le sous-marin le plus performant de la flotte russe va tourner à la catastrophe. Échoué à cause d'une explosion à 108 mètres de profondeur, avec 118 personnes à bord. Voici le destin tragique d'un sous-marin réputé infaillible, le Kursk. S'il y a une inondation dans l'un de ces compartiments, le Kursk est capable de remonter à la surface. Comment, ce jour du 12 août 2000, l'armement de ce monstre de 18 000 tonnes s'est-il retourné contre lui? En cas de fuite, c'est extrêmement dangereux. Entraînant ainsi un engrenage incontrôlable. Toutes les charges d'autour se sont mises à péter. Mais c'est même plus une voie d'eau, c'est on ouvre la porte, le sous-marin se remplit, quoi. Comment cet accident a-t-il failli se transformer en une nouvelle catastrophe nucléaire mondiale? Si l'intégrité du réacteur était compromise, on se retrouvait dans une situation Fukushima. Pourquoi les membres d'équipage n'ont-ils rien pu faire pour éviter la catastrophe? Et comment ont-ils tenté de survivre dans cet enfer? Le plus gros risque à ce moment-là, c'est l'asphyxie. Ils avaient la possibilité de remonter à la surface par leurs propres moyens. Grâce à la parole des témoins directs, ingénieurs et militaires, nous allons vivre de l'intérieur le drame du Kursk et de son impossible sauvetage. Notre mission était de sauver les survivants. On avait des grandes chances de réussir. Voici l'histoire du Kursk, un sous-marin nucléaire dans la détresse la plus totale. Une catastrophe hors de contrôle. « 20 août 2000, mer de Barents, au nord-ouest de la Russie. À bord du navire Normand Pioneer, une équipe anglo-norvégienne se prépare à une opération cruciale. Sa mission, tenter de secourir l'équipage du sous-marin russe, le Kursk, qui gît depuis une semaine au fond de la mer, à 108 mètres de profondeur. Nous savions qu'il y avait 118 hommes à l'intérieur du sous-marin. Mais nous ne savions pas s'ils étaient encore vivants. Donc, il y avait un sentiment d'urgence. Il fallait faire aussi vite que possible. Anthony Scott fait partie des 9 plongeurs réquisitionnés par l'armée. D'habitude, il travaille pour l'industrie pétrolière. Mais cette fois, c'est une opération bien plus délicate et risquée. Il doit entrer en contact avec les sous-mariniers prisonniers. Ce dimanche 20 août 2000, il est 3 h du matin quand une cloche de plongée l'emmène à 108 mètres de profondeur. La première fois que je le vois, je suis surpris par sa taille. Il est vraiment énorme. Le haut du sous-marin est gigantesque et plat. Cela ressemble à une piste d'atterrissage. Anthony Scott est équipé d'une caméra reliée au poste de secours du Normand Pioneer. Nous sommes en contact permanent avec le centre de contrôle des plongeurs. Ce sont eux qui me disent quoi faire. Le plongeur se positionne au-dessus d'une trappe de secours et suit les instructions pour entrer en contact avec l'intérieur du sous-marin. Y a-t-il des survivants? Le monde entier est suspendu à ces coups donnés sur la coque du sous-marin. Non seulement retrouver des survivants serait une victoire inespérée, mais leur témoignage permettrait d'en savoir plus sur ce naufrage qui reste extrêmement mystérieux. C'était impératif, puisque les histoires les plus diverses et les plus farfelues couraient sur la cause du naufrage. Pour comprendre comment un tel monstre des mers a pu connaître cette situation dramatique, il faut revenir 8 jours plus tôt, quand l'équipage pilotait l'un des fleurons de la marine russe.
12 août 2000, mer de Barents. À une centaine de kilomètres des côtes russes, a lieu un déploiement militaire de très grande ampleur. Sous les ordres de l'amiral Popov, la flotte russe enchaîne depuis plusieurs jours différentes opérations de combat. Dans un rayon de 40 km, une partie de la flotte russe est présente, dont le croiseur nucléaire Pierre le Grand. Avec ce navire de guerre le plus puissant au monde, long comme 2 terrains de football et capable d'envoyer 20 missiles à 500 km à la ronde, à plus de 2 fois la vitesse du son. La Russie veut montrer sa force aux yeux du monde entier. C'est l'exercice militaire de la marine russe le plus important depuis 10 ans. Ça fait aussi un petit peu peur aux Américains, à l'OTAN et à toutes les puissances autour. Devant cet incroyable déploiement de moyens, Américains et Anglais sont particulièrement méfiants. Ce jour-là, on détecte au moins 3 sous-marins étrangers pas loin de la mer de Barents. Il y a un sous-marin anglais, appelé le Splendide, et 2 sous-marins américains. C'est une manière d'observer les progrès de la marine russe, de voir leur force en présence et leurs capacités. Mais cela nous permet aussi d'être sûrs que cela reste bien un exercice, et non pas des essais non autorisés, par exemple sur les sous-marins. Et justement, ce 12 août 2000, c'est au tour des sous-marins russes d'entrer en action. Et parmi la dizaine présents sous la surface de l'eau, il y a le fleuron de la flotte russe. Son nom, K-141, autrement appelé le Koursk. Sorti d'usine en 1994, il est le dernier né de la série des Oscar II, la classe des plus gros sous-marins nucléaires d'attaque de la marine russe. Sa longueur, c'est 154 mètres. Par comparaison, nos grands sous-marins nucléaires stratégiques font 110 mètres. Le Koursk est une véritable bête. Pour bien se rendre compte de sa taille, c'est 2 fois la longueur d'un avion de ligne. Et ce n'est pas sa seule force. Igor Kourdin est un ancien capitaine de l'armée russe. Pour lui, le Koursk est programmé pour être l'arme ultime en temps de guerre. Ce sous-marin est surnommé le tueur de porte-avions par les pays de l'OTAN. Il est destiné à observer les porte-avions d'un adversaire potentiel. Mais il peut aussi les détruire en cas de menace ou de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Pour cela, le Koursk est équipé de 2 rangées de 12 tubes de lance-missiles, soit une capacité de 24 missiles envoyés simultanément. Ces 24 missiles que possède le Koursk sont de très longue portée. Ils peuvent détruire tout type de navire. On peut estimer que la puissance de chaque devait être de l'ordre de 10 kilotonnes. C'est à peu près la moitié de la puissance développée à Hiroshima. Multiplié par 24, ce sont des missiles qui peuvent faire beaucoup de mal. La portée des missiles qui est 500 km, ça permet de couvrir plus de 80% de la population du monde. En effet, la quasi-totalité de la population mondiale vit à moins de 500 km des côtes. Autrement dit, de là où le Koursk peut envoyer un missile. Capable de détruire une ville comme Londres en quelques secondes, cette machine redoutable est pratiquement indestructible. Sa structure hors norme lui permet de faire face à tout type d'avarie. C'est quand même un bateau qui avait 9 tranches à l'intérieur de la coque épaisse, la 10e étant l'extérieur. Vu la taille du Koursk et son compartimentage nombreux, c'est donc un bateau qui était extrêmement résistant. S'il y avait une inondation dans l'un de ses compartiments, le Koursk est capable de remonter à la surface. En effet, grâce à sa taille gigantesque, le Koursk embarque suffisamment d'air pour compenser le poids de l'eau qui entrerait dans l'un de ses compartiments. Une qualité qui ne suffira pas pourtant
à éviter un drame le jour de l'exercice. « 12 août 2000, 8 h du matin. Le capitaine Guennadi Liatchine, qui dirige le Koursk depuis 4 ans, se prépare pour un nouvel exercice. Pour lui, c'est un rêve, c'est un travail, c'est une joie, une fierté et une responsabilité. Irina Liatchina est l'épouse du capitaine. Elle aussi est fière, non seulement de son mari, mais des équipes qu'il dirige. Si je ne me trompe pas, à bord du Koursk, il y avait 5 brigades marines notées excellents. 30% étaient des techniciens et 70% étaient des spécialistes du premier et second rang. Donc chacun à bord pouvant envoyer le sous-marin au fond s'il fait une bêtise. Donc c'est une confiance mutuelle qui repose beaucoup sur l'entraînement. Par exemple, la lutte contre l'incendie. Habituellement, il y a un exercice quotidien. J'ai vu quelques incendies en mer. Les incendies ont tous été éteints en moins de 30 secondes. Mon mari nous a tous persuadés que le sous-marin était si sûr et que l'équipage était si compétent que rien de mal ne pouvait arriver. Et jusqu'à maintenant, en mer de Barents, les 118 sous-mariniers du Koursk font honneur à leur réputation d'excellence. La veille, le 11 août, le Koursk a reçu une bonne note pour le tir d'un missile. Il a touché le but que la flotte russe lui avait fixé. C'était pour le Koursk l'exercice majeur de ses entraînements, le plus technique. C'est donc confiant que l'équipage du Koursk entame une nouvelle phase d'entraînement. Cette fois, c'est une torpille et non un missile qui doit être tiré. Un missile tiré d'un sous-marin, il a une toute petite partie de sa trajectoire dans l'eau, puis il sort de l'eau, et puis après il vole comme un missile ou comme un avion. Une torpille reste tout au long de sa trajectoire dans l'eau. Les torpilles, c'est aussi un peu l'équivalent du Colt du cow-boy, c'est-à-dire l'arme, j'allais dire, de défense immédiate. 8 h 51. L'ordre est donné de charger une torpille de type 65-76 dans le lanceur numéro 4. Jean Marion est un ancien commandant de sous-marin, spécialisé dans l'armement. Pour lui, cette torpille est unique au monde. Leur surnom chez les Russes, c'était la baleine. En fait, c'est une torpille énorme. Les torpilles conventionnelles, les plus modernes, font de l'ordre d'une tonne 5 à 2 tonnes. Celle-ci dépassait les 5 tonnes. Ces torpilles ont également une taille gigantesque, 9 mètres de long contre 5 habituellement. Mais ce qui la rend si particulière, c'est avant tout son système de propulsion généré par un carburant spécifique qui permet à la torpille d'atteindre les 130 km/h, soit 5 fois plus vite qu'une torpille classique. Cette torpille est propulsée par un mélange de kérosène et de peroxyde d'hydrogène. C'est particulièrement puissant, cela dégage une énergie considérable. Ces torpilles vont très vite grâce à cette propulsion. Mais ce système a un défaut, et pas des moindres. Il est hautement explosif. L'inconvénient est que ce mélange est extrêmement instable. Et surtout en cas de fuite, cela devient incroyablement dangereux. Et ça peut même exploser, ne serait-ce qu'en présence d'un corps étranger, une petite particule métallique. D'ailleurs, il y a déjà eu un accident avec une torpille de ce type. En 1955, suite à une fuite de peroxyde d'hydrogène, elle avait explosé dans le lanceur d'un sous-marin anglais, le Sidon. 13 marins y avaient trouvé la mort. Malgré le risque, 45 ans plus tard, la Russie est le seul pays au monde à encore utiliser ces armes. À ce jour, aucun accident à signaler. Sécurité supplémentaire, les torpilles utilisées pour l'exercice sont dénuées de charges explosives. Mais rien ne va se passer comme prévu. 11h17 ce 12 août 2000. Quasiment 2 heures après le début des manœuvres d'exercice, le tir est imminent.
Le capitaine Gyatchin prend place au PCNO, le centre de commandement, situé dans le compartiment 2 du sous-marin. Il fait réduire la vitesse à 6 nœuds, soit 11 km/h, et procède au verrouillage de la cible. Le navire amiral Pierre le Grand, situé à 40 km. On va faire passer la torpille plus profond, de façon à ce qu'elle ne touche pas la coque. Le capitaine effectue des recherches à l'aide du sonar. Il connaît à peu près la localisation des navires avec le croiseur Pierre le Grand à sa tête. Mon mari est quelqu'un de très concentré, qui sait faire preuve de sang-froid et qui est sûr de lui. Une fois la cible verrouillée, le Kursk se positionne à une profondeur de 18 mètres. Dans le compartiment 1, 7 sous-mariniers assurent la fermeture de la porte intérieure du lance-missile en vue de procéder à la mise à feu. Il y a une grosse porte étanche très lourde qui se ferme et ensuite on procède à l'équilibrage dans le tube. Cette porte permet d'établir une connexion informatique entre la torpille et les ordinateurs de bord du sous-marin. Cela permet de transférer toutes les données pour le tir. Et cette porte intérieure va avoir son importance dans le destin tragique du sous-marin, car elle sert de rempart en cas d'incendie ou d'explosion dans le lanceur. D'une épaisseur de 30 mm, elle permet de chasser l'explosion à l'extérieur du sous-marin. Sauf que ce jour-là, au moment de verrouiller la porte, quelque chose ne se passe pas correctement. La porte ne se ferme pas. Mais alors qu'ils tentent de régler le problème, les 7 sous-mariniers ne se doutent pas qu'en réalité, la torpille elle-même menace le bâtiment tout entier. En effet, depuis qu'elle a été placée dans le lanceur, du carburant hautement explosif fuit de la torpille. Un joint d'étanchéité serait à l'origine du problème. Des joints qui devaient être changés tous les 2 ans, parce que ces joints étaient détériorés par ce mélange extrêmement dangereux, eh bien ces joints-là n'avaient pas été changés depuis 5 ou 6 ans. Personne à bord n'a conscience du danger. Le fameux peroxyde d'hydrogène s'écoule dans le tube à l'intérieur même du sous-marin. Quand le peroxyde d'hydrogène se mélange avec la graisse ou avec la rouille présente dans le tube, il se met à bouillir instantanément. C'est un emballement chimique. Le dégagement de gaz est énorme. La torpille se met à gonfler. Puis c'est l'explosion. C'est une violente explosion de gaz. Une terrible explosion. 1,5 au niveau sismique, presque l'équivalent de 200 kg de TNT à peu près. Il est 11h27 minutes et 30 secondes quand l'explosion se produit. Mais le Kursk, fort d'une structure particulièrement solide, a incroyablement tenu le choc. Il ne faut pas oublier que le sous-marin, à ce moment-là, c'est un tube, mais résistant, c'est-à-dire que l'explosion est contenue à bord. En l'état, la situation aurait pu rester sous contrôle. Mais un détail va tout faire basculer et mettre en danger la vie des 118 hommes à bord. Car la porte du lanceur de torpille n'a pas résisté à la détonation. Et il va s'en suivre une réaction en chaîne dévastatrice. La force de l'explosion est repoussée à l'intérieur du compartiment. Appelons ça une boule de feu, un incendie à très haute température. Et donc tout ça, ça va dans une tranche dans laquelle vous avez des torpilles, mais cette fois-ci de combat, munies d'une vraie charge. Toutes les personnes présentes dans ce compartiment sont brûlées vives ou grièvement blessées. Elles sont incapables de lutter contre le feu. Dans ce compartiment, une vingtaine de torpilles de combat sont prisonnières des flammes. Une deuxième explosion semble inévitable, et pourtant, tout n'est pas perdu. Le peroxyde d'hydrogène, c'est quelque chose de très inflammable, mais il résiste quand même à la chaleur. Il peut résister environ 2 minutes à la chaleur. L'équipage a donc 2 minutes avant que le carburant explose. Une course contre la montre est lancée. Face à l'urgence, une seule solution, remonter le plus vite possible à la surface pour évacuer.
Ce que font tous les sous-marins du monde, c'est utiliser la chasse rapide, c'est-à-dire qu'on envoie de l'air dans les ballasts, mais avec un très fort débit, de façon à ce que le sous-marin remonte très vite. Les ballasts sont des réservoirs situés sous la coque épaisse du sous-marin. S'ils sont remplis d'eau, le submersible descend. S'ils sont remplis d'air, il monte. Et dans ce domaine, le Kursk a un avantage. Au contraire des autres sous-marins, sa double coque lui permet d'augmenter considérablement les volumes d'air et donc sa flottabilité. Un sous-marin normal a à peu près 15% de flottabilité, si vous voulez. Là, sur le Kursk, il y avait environ 40 à 50% de flottabilité. Pour remonter le sous-marin à la surface, il suffit de tourner une clé qui se situe sous le périscope. Seulement voilà, l'onde de choc s'est propagée jusqu'au centre de commandement dans le compartiment numéro 2, tuant les 36 personnes qui s'y trouvaient. Il n'y a donc personne pour actionner cette fameuse clé. Il y a un sectionnement qui n'était pas fermé. Et ce qui a fait que l'onde de choc des 100 kg de TNT soit passée effectivement et eu un effet destructeur très fort pour tous les gens qui étaient dans le PCNO. Vous avez ce qu'on appelle le blast, c'est-à-dire que les gens vont être blastés, vous mourrez par l'onde de choc. Le capitaine Yatchin était dans le compartiment numéro 2. Désormais, le Kursk est pour ainsi dire laissé à l'abandon. Si mon mari avait été aux commandes, ça ne serait jamais arrivé. Tous les systèmes sont endommagés. Il n'y a personne au poste de commandement capable de réagir. Le sous-marin semble totalement perdu. 10 secondes avant d'atteindre la résistance limite des torpilles. La température dans le premier compartiment, là où sont stockées les torpilles, atteint à présent des centaines, des milliers de degrés. Sans personne aux commandes, le Kursk n'est plus qu'un monstre des mers incontrôlable. La catastrophe est inévitable. Les pyrotechniciens appellent ça par effet de sympathie. Toutes les charges d'autour se sont mises à péter. L'explosion à bord du Kursk est si puissante, on parle quand même de plusieurs tonnes de TNT, qu'elle est captée par des appareils sismiques de certains pays. L'onde de choc est 1000 fois plus forte que la première explosion. Mesurée par les experts, elle serait de la puissance d'un séisme de 3,5 sur l'échelle de Richter. Tout ou presque à bord du Kursk est détruit. Ça ravage tout à l'intérieur du sous-marin. Un sous-marin, c'est petit. Et plus c'est petit, plus l'onde de choc fait de dégâts parce qu'elle rebondit sur les parois en fait. Sous la surface de la mer de Barents, le Kursk se consume de l'intérieur. Et le pire, c'est que le sous-marin russe possède en son centre 2 réacteurs nucléaires. Si l'intégrité du réacteur était compromise, il devenait complètement incontrôlable. On se retrouvait dans une situation Fukushima, si vous voulez. C'est un confinement extrêmement précis sur le réacteur nucléaire, avec des portes étanches, des portes d'une épaisseur de presque 1 mètre, avec des sas. Sur le réacteur nucléaire du Kursk, c'est un revêtement en titane. Un revêtement qui permet à l'enceinte des réacteurs de résister à une force de 50 G, soit 15 fois la puissance d'une fusée au décollage. Mais face à cette incroyable explosion, ces parois sont-elles suffisamment résistantes pour éviter une catastrophe nucléaire? Ce bunker est très résistant, donc il a tenu. L'explosion l'a endommagé, mais il a tenu. Donc cet accident de sous-marin ne s'est pas transformé en catastrophe nucléaire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré la puissance de la détonation, le confinement du réacteur a tenu bon, protégeant ainsi tout l'arrière du sous-marin. Mais la coque avant, elle, est considérablement endommagée. Un trou équivalent à 2 mètres carrés permet à 90 000 litres d'eau par seconde de s'engouffrer dans le Kursk. De quoi remplir une piscine olympique en 6 secondes. C'est même plus une voie d'eau, c'est on ouvre la porte, le sous-marin se remplit, quoi. C'est la mort du sous-marin, oui, c'est catastrophique, oui. Le sous-marin devient hors de contrôle et il s'écrase sur le fond de la mer. Donc là, c'est fini. À 11h32,
le fleuron de la flotte russe gît au fond de la mer, par 108 mètres de profondeur. Il sera le tombeau de 95 hommes tués au cours des 2 explosions. Mais il reste à bord 23 sous-mariniers encore vivants. Lestés par 18 000 tonnes d'acier, les 23 survivants des 2 explosions du Koursk sont livrés à eux-mêmes. À la surface, personne ne s'inquiète de leur sort, car personne n'a idée du drame qui s'est déroulé. Ils ont entendu une explosion dans l'azimut du bateau. Bon, savoir ce que c'est, immédiatement, ce n'est pas reconnaissable. Normalement, un sous-marin, on n'a pas de nouvelles de lui. De temps en temps, on lui donne un créneau pour faire un contact radio, justement, pour savoir si tout va bien. Et justement, un premier créneau est prévu à 13h15. L'amiral Popov demande aux sous-marins présents sur zone de communiquer leurs résultats de l'exercice. Tous valident avoir réussi leur tir. Tous, sauf un. Mais là encore, personne ne s'inquiète. S'il y avait eu un accident, les officiers seraient évidemment au courant. Au cas où le sous-marin coulerait, vous avez une bouée de sauvetage. Donc la bouée va remonter et va émettre un signal international de détresse en UHF qui va être détecté par les satellites. Donc on sait qu'il y a un sous-marin qui a eu un problème là. Mais la série noire continue. La balise du Koursk ne s'est pas déclenchée lors du naufrage. Son système de largage aurait été verrouillé lors d'une précédente mission. Pendant les 6 ou 7 premières heures, la marine russe ne savait pas ce qu'il se passait. Ils ont continué leurs exercices. Ils ont laissé passer 2 créneaux comme ça, avant de réagir. L'alerte est finalement donnée par le commandant Popov à 23h20, soit 12 heures après le naufrage. Les officiers savent que la quantité d'oxygène est limitée à l'intérieur de l'appareil et que chaque minute compte. En pleine nuit, la marine russe se lance donc à la recherche du sous-marin disparu, avec notamment l'utilisation de sonars actifs. Mais le Koursk a été pensé de telle manière qu'il est très difficile de le repérer. Le sonar actif, ce n'est jamais que l'équivalent d'un radar, c'est-à-dire c'est l'émission d'une onde qui va se réfléchir sur un objet. Et donc, connaissant la vitesse du son dans l'eau ou dans l'air, on est à même de reconstituer une distance. Alors, si vous avez un revêtement anéchoïque, un revêtement en caoutchouc, ce signal retour est affaibli. Et du coup, vous ne le détectez pas avec la même clarté. Et du coup, vous n'êtes pas sûr que vous avez trouvé un sous-marin. 6 cm de caoutchouc qui rendent le sous-marin quasi invisible aux yeux des radars. Dimanche 13 août. Il est 4h51 quand le Koursk est enfin localisé. La course contre la montre s'accélère. Les plongeurs chargés d'approcher le sous-marin doivent faire vite s'ils veulent secourir d'éventuels survivants. Mais lorsqu'ils découvrent le trou béant à l'avant de la coque, ils n'y croient plus. Ils continuent tout de même d'inspecter le sous-marin et tout à coup, un bruit les surprend. Les premiers Russes qui étaient arrivés avaient entendu des coups. Donc il est fort probable que les gens étaient vivants. C'était dur d'imaginer que quelqu'un ait pu survivre. Et pourtant si, il y a des survivants. C'est presque surprenant, chapeau au constructeur, que l'arrière n'ait pas cédé non plus. C'est vraiment parce que c'est un bateau énorme, parce qu'avec cette puissance, je dirais qu'il n'y a aucun bateau de la taille d'un bateau français qui aurait résisté. Théoriquement, les ressources à bord permettent à l'équipage de tenir au moins 5 jours. Mais il y a un problème, car les coups entendus indiquent en morse les mots SOS et eau. Cela ne fait aucun doute, les survivants sont en train de se noyer. Personne ne le sait à la surface. À l'intérieur du Koursk, 18 heures se sont déjà écoulées depuis la 2e explosion. 18 heures pendant lesquelles les sous-mariniers, réfugiés dans le dernier compartiment du sous-marin, luttent pour rester en vie. Il y a 23 personnes. C'est le lieutenant-capitaine Dimitri Koleshnikov qui prend le commandement. Ils ne savent pas ce qui s'est passé dans la partie avant du sous-marin.
À l'intérieur, c'est le silence absolu. Plus rien ne fonctionne. La température commence à baisser, car à l'extérieur il fait 4-5 degrés. Donc voilà leur situation. Situation, le bateau est perdu, peut-on se sauver? Au-dessus de leur tête se trouve leur meilleure chance de survie. Un sas d'évacuation individuel. C'est-à-dire qu'il existe sur nos sous-marins des mini-sas qui font 80 cm de diamètre sur 2 mètres de haut, qui permettent de sasser un individu dans une combinaison originale pour le remonter en surface. Cette technique d'évacuation d'urgence nécessite un entraînement intensif, comme en témoigne cette vidéo d'un exercice militaire. L'homme qui rentre dans le sas branche sa combinaison pour qu'elle se gonfle. Le panneau inférieur est fermé, le panneau supérieur, lui, s'ouvre automatiquement dès qu'il y a équilibrage, et l'eau rentre, et l'homme qui est dans une bulle, en fait, hein, toute sa combinaison est une véritable bulle, monte comme une bulle. Et l'immersion maximum qui a été atteinte, c'est 135 mètres, quand on y laisse souvent les tympans, enfin il y a un certain nombre de choses, mais l'homme est vivant. Dans ce type d'évacuation, c'est à 80 km/h que l'on remonte à la surface, ce qui peut s'avérer fatal en cas de mauvaises conditions physiques. Mais les survivants du Kursk sont préparés à ce type d'évacuation. Et pourtant, les sous-mariniers ne vont pas choisir cette solution. N'importe quel sous-marinier a déjà été confronté à ce type de situation lors des entraînements. Mais c'était dans un environnement sous contrôle. C'est pas la même chose de le reproduire dans l'obscurité et dans un état de stress élevé. Ils sont dans le noir déjà, c'est pas forcément évident. Si vous déchirez cette combinaison, c'est la noyade assurée quand vous remonterez. Mais surtout, ils sont persuadés qu'ils vont bientôt être secourus. Ils entendent tous les bruits de l'extérieur, y compris les bateaux à la surface. Il n'y a aucune raison de sortir dans l'océan. Ils sont persuadés que les secours russes vont leur venir en aide. Un geste qui sera lourd de conséquences, même si au même moment, à la surface, les secours s'organisent. Le Kursk gît toujours à 108 mètres de profondeur. 4 heures après avoir eu un signe de vie, les équipes de secours sont plus que jamais mobilisées. Si on regarde l'effectif de leurs moyens de secours, entre les bâtiments de secours, les bâtiments supports, et les sous-marins d'intervention sous-marine et les cloches, ils avaient un potentiel sur place tout à fait remarquable. Pour sauver l'équipage d'un sous-marin en détresse, la Russie dispose de ces 2 petits submersibles d'assistance en grande profondeur, l'AS-32 et le Prise. Le but est de venir s'accrocher à une trappe spéciale. Ensuite, on transfère les personnes bloquées à l'intérieur vers le sous-marin de secours et on les remonte à la surface. Mais cette opération reste très délicate. C'est pas évident, c'est pas on se dit on amène un sous-marin, il va plonger, il se pose, et puis non, c'est quand même plus compliqué que ça. Pour que l'opération réussisse, il faut que plusieurs conditions très précises soient réunies, à commencer par la position du sous-marin en détresse. Il faut que le sous-marin n'ait pas trop de gîte, pas trop d'assiettes, qu'il soit à peu près horizontal. C'est bien s'il n'y a pas trop de courant. Et comme si cela ne suffisait pas, le temps manque cruellement. Le sous-marin Prise est le premier à tenter de s'accrocher à la trappe d'évacuation. Mais en arrivant vers l'épave, l'équipage de secours fait une terrible découverte. On a des dommages qui ont été subis par le sas extérieur qui a été tordu par apparemment des débris qui sont retombés dessus. En plus, les conditions à ce moment-là en mer de Barents sont assez compliquées. Il y a de la houle, il y a du vent. Il faut savoir que l'effet d'une tempête en surface, on la ressent également sous l'eau. Donc c'est très difficile parce que s'il n'arrive pas à fixer le sous-marin sur le sas exactement au niveau de l'étanchéité, ça peut créer une catastrophe encore plus grande et pour ceux qui viennent le secourir et pour ceux qui potentiellement sont à l'intérieur et vivants encore.
La première opération se solde par un échec. Et tandis que de nouveaux secours s'organisent, les familles des sous-mariniers, elles, ne se doutent toujours de rien. Главная новость сегодняшнего дня – это самое серьезное за последние годы чрезвычайное происшествие на российском военно-морском флоте. В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Le soir du 14 août 2000, le naufrage du Kursk fait la une des médias russes. Les premiers jours, personne ne nous a rien dit. Le lundi, je suis allée au travail comme d'habitude. Et là, j'ai vu, à la télé et aux informations, que le Kursk avait coulé et gisait au fond de la mer. Et la nouvelle fait rapidement le tour du monde, avec des informations souvent imprécises. C'est un compte à rebours terrible pour la centaine de marins russes prisonniers à bord du sous-marin nucléaire Kursk. This is the submarine that is at the bottom of the ocean, and for the next 40 minutes or so, we're going to talk about rescue missions. And apparently the Russians are having a lot of problems with the current over there. Et les médias se sont emparés de l'affaire, donc on est quasiment au courant à l'instant T de tout ce qui s'y passe et de tout ce qui se trame autour. David Russell est le commandant en chef de la Royal Navy, la marine anglaise. Dès l'annonce de la catastrophe, il propose son aide aux autorités russes. Car il dispose de l'équipement de secours le plus sophistiqué au monde, le LR5. LR5 is a small submersible. C'est un sous-marin de 9 mètres, capable de secourir 12 à 14 personnes. Il utilise un système de joints qui se clappe à la trappe d'évacuation et éjecte l'eau automatiquement pour faciliter l'étanchéité entre les deux submersibles. Autre avantage qui a son importance, le LR5 est capable de fonctionner avec des vagues hautes de 5 mètres et une visibilité extrêmement réduite. Le LR5 était le meilleur équipement pour cette opération. On avait de grandes chances de réussir. Après plusieurs jours de planification, David Russell charge le LR5 dans un avion cargo et prend la direction de la Russie quand soudain, il reçoit un appel inattendu. Le plan était de voler jusqu'à Mourmansk et ensuite de mettre le LR5 sur un bateau pour se rendre sur la zone d'intervention. Mais au moment où nous entrons dans l'espace aérien russe, on nous en interdit l'entrée. La raison est simple, les Russes n'ont pas besoin d'aide extérieure. Des moyens de sauvetage venus d'ailleurs qui pourraient changer la situation, ça n'existe pas. Les nôtres sont meilleurs, vous devez me croire sur parole. C'est une question de fierté. La marine veut montrer qu'elle est capable de secourir ses sous-mariniers elle-même. Ils se disent, pourquoi accepter de l'aide si on peut le faire nous-mêmes? La marine russe est persuadée d'avoir le contrôle de la situation. Or, la réalité est tout autre. Cela fait maintenant 5 jours que les sous-marins de sauvetage russes essayent de s'accrocher au Kursk pour sauver les survivants. Sans succès. À cette époque, les secours russes ne sont pas suffisamment expérimentés. Les pilotes de ces appareils sont beaucoup trop jeunes. Apparemment, ils n'ont jamais effectué ce type de sauvetage sur un appareil comme le Kursk. Plus inquiétant, le matériel utilisé est loin d'être opérationnel. Chose à peine croyable, le sous-marin AS-32 est hors service en raison de batteries électriques pas assez chargées. Quant au sous-marin prise, son état est plus que vétuste. Tout l'ensemble de ce matériel était sous-entretenu depuis au moins une dizaine d'années. Tout ce qui n'est pas directement utile au combat était abandonné ou n'était pas entretenu. Beaucoup de bâtiments de la flotte russe étaient en train de rouiller. On est loin de la grandeur de la marine russe d'il y a quelques années. Après un énième échec du sous-marin prise, le Kremlin se décide enfin à accepter l'aide étrangère. Mais il est probablement trop tard. « 8 jours après le début des opérations,
l'équipe anglo-norvégienne dirigée par David Russell arrive enfin sur place. C'est l'opération de la dernière chance. Et c'est le plongeur Anthony Scott qui descend le premier. L'équipe de secours me donne les instructions à suivre. Je devais taper sur une pièce métallique, puis m'arrêter pour écouter. Donc, après avoir frappé sur la coque, je me suis rapproché pour essayer d'entendre un bruit à l'intérieur du sous-marin. Mais pas de réponse. Il n'y avait aucun bruit venant de l'intérieur. Mais l'espoir semble encore permis. D'autant plus que les plongeurs détectent des poches d'air. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est mort. Ils sont peut-être inconscients. Rien ne prouve qu'il n'y a aucun survivant. Un dernier contrôle est alors nécessaire pour vérifier s'il y a encore des survivants. L'équipe de secours mesure la pression à l'intérieur du sous-marin à l'aide d'un ballon de flottaison. S'il n'y a pas de différence avec l'extérieur, c'est que le sous-marin est totalement inondé. Après plusieurs longues minutes, le verdict tombe. La pression à l'intérieur du sous-marin est la même qu'à l'extérieur du sous-marin. Donc cela signifie que le compartiment est complètement inondé. À ce moment-là, nous n'avons plus aucun espoir de retrouver quelqu'un vivant. C'est la fin de notre mission. C'est désormais une certitude. Aucun des 118 sous-mariniers à bord du Kursk n'a survécu. Puisqu'il n'y a plus d'espoir, les sauveteurs décident d'ouvrir la trappe. S'échappe alors ce qui pourrait ressembler à des bulles d'air. Il s'agit en réalité de gaz extrêmement toxiques. Que s'est-il réellement passé? Pour le savoir, les plongeurs font descendre une petite caméra vidéo dans le 9e compartiment. Le compartiment a été noyé à l'exception de cette bulle. Ils avaient du mal à voir parce qu'il y avait énormément de résidus de combustion. Donc il y a beaucoup de choses qui avaient brûlé et du coup l'eau était très sale. Il est évident qu'il y a eu un feu à l'intérieur. On y voyait ces particules que cause habituellement une explosion. En effet, c'est une chose que les secours russes ne comprennent pas. Comment un incendie a-t-il pu se déclarer dans le compartiment qui abritait les 23 sous-mariniers alors que l'explosion a eu lieu à l'autre bout du sous-marin? Durant leur expédition dans le Kursk, les plongeurs retrouvent une lettre. Remontés à la surface, ils se rendent compte qu'elle a été écrite par Dimitri Koleshnikov, l'un des survivants. Grâce à elle et à l'analyse des corps, les secours sont en mesure de reconstituer l'effroyable scénario des dernières heures du Kursk. Dimanche 13 août, les sous-mariniers sont bloqués depuis 24 heures dans le dernier compartiment du Kursk. Si leur respiration est de plus en plus difficile, c'est que les réacteurs nucléaires ne fonctionnent plus depuis la deuxième explosion. Et ce sont eux qui génèrent l'air dans le bâtiment. Le plus gros risque à ce moment-là, c'est l'asphyxie, c'est le manque d'air. En plus, ils ont une voie d'eau qui fait que leur compartiment se remplit en eau, mais en plus, ils montent en pression. La pression, c'est pas très bon non plus, parce qu'à partir de 30 mètres, on considère qu'il peut y avoir des effets de respirer de l'air à 3 bars. Vous avez un problème d'azote, et donc il y a l'ivresse des profondeurs. Hugues Delin est un ancien capitaine de vaisseau de la marine française. Pour lui, le principal danger est le CO2 généré par la respiration des survivants. Un poison si l'air n'est pas renouvelé. À partir de 3% de CO2, l'homme ne peut le soutenir que pendant un temps relativement limité, c'est-à-dire de quelques jours. 4%, c'est 1 heure, et 5%, il faut arrêter immédiatement, il faut ventiler. Sur un sous-marin dans lequel on ne fabrique pas d'oxygène, eh bien c'est dans la journée, vous atteignez les 3%. Pourtant, les survivants ne vont pas mourir asphyxiés. Car pour ne pas atteindre ces 3% de CO2, ils utilisent ce que l'on appelle les chandelles. Autrement dit, des absorbeurs de CO2. Cela ressemble à une boîte en fer avec des trous sur le haut. Les sous-mariniers doivent mettre des cartouches qu'on appelle des plaques de régénération à l'intérieur de ces trous. Une réaction chimique se crée immédiatement
Ces plaques commencent alors à absorber le gaz carbonique tout en rejetant de l'oxygène. Ces systèmes de secours permettent de tenir, théoriquement, pendant plusieurs jours. Mais ces chandelles ont un énorme inconvénient. Elles peuvent s'enflammer si elles sont en contact avec l'eau. Les sous-mariniers respectent scrupuleusement les consignes d'utilisation. Par exemple, une fois qu'une plaque a absorbé trop de gaz carbonique, il faut la changer. Donc, ils ouvrent délicatement le couvercle et rajoutent une nouvelle plaque de régénération en faisant très attention. Et le pire va malheureusement se produire. Bloqué dans des conditions inimaginables, un sous-marinier va laisser tomber l'une de ses chandelles dans l'eau. Ce qui a fait un incendie qui aurait mangé tout l'oxygène. C'est une deuxième catastrophe qui s'est surajoutée. Pris au piège, les 23 hommes suffoquent rapidement. Leur sort est définitivement scellé. Le 20 août 2000, ce que le monde craignait devient officiel. Il n'y a plus aucun survivant. 118 hommes ont péri à bord du sous-marin incontrôlable. Quand mes amis sont venus me voir, quand ils m'ont ramené l'uniforme militaire de mon mari, qu'il gardait à la caserne, ainsi que le certificat de décès, à ce moment-là, j'ai compris. Cela devenait une réalité. Il était mort. J'étais effondrée. Si la Russie pleure ses militaires disparus, l'histoire du Koursk n'est malheureusement pas terminée. Son armement encore présent à bord menace la sécurité de la zone. Sur ordre des autorités russes, il va devoir sortir des eaux. La mission est confiée à deux spécialistes, les frères hollandais Frans et Jans van Summeren. On signe le contrat en mai et on doit finir ce travail avant la fin du mois de septembre. À partir du mois d'octobre, la météo en mer de Barents sera trop mauvaise pour mener à bien cette opération. Mais comment réussir à remonter une épave de 18 000 tonnes avec à son bord 2 réacteurs nucléaires et un arsenal qui pourrait exploser à la moindre secousse? Tout d'abord, on perce 24 trous dans la coque. Puis, à l'intérieur de ces trous, on y fixe des câbles avec un embout spécial. Ils peuvent lever 18 000 tonnes. Des moyens exceptionnels sont déployés. Pour remonter le Koursk, une barge grande comme 2 terrains de football est amenée sur les lieux. C'est une opération aussi gigantesque que délicate, car la deuxième explosion a considérablement fragilisé la proue du sous-marin. Si la proue se décroche lors de la remontée, on court à la catastrophe. Une décision est prise, laisser le compartiment en question au fond de l'eau. Mais comment découper une coque aussi résistante? Une opération très délicate qui va nécessiter plusieurs jours. On utilise une sorte d'énorme scie. Elle mesure 5 mètres et elle découpe la coque de haut en bas en faisant des mouvements de va-et-vient. La scie casse 3 fois. Du coup, on prend vraiment du retard. Le temps presse d'autant plus qu'une tempête est annoncée dans quelques jours. « 8 octobre 2001. Après 3 mois de mise en place, tout est enfin prêt. Tout le monde est prêt à commencer le renflouage. Je suis vraiment nerveux. Je suis assis en cabine et je regarde l'épave se lever tout doucement. 1 an après le naufrage, le Koursk se prépare à refaire surface. L'opération est délicate. À tout moment, les câbles peuvent lâcher.
Mais après 11 heures de treuillage, le Kursk est enfin remonté. Sur cette image, on peut voir le sous-marin collé à la coque du bateau. Arrivé dans le port de Rosliakovo, il va dévoiler ses terribles blessures. C'est choquant de voir le Kursk dans un tel état. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Quand je suis en face de l'épave, je me rends compte à quel point tout est brûlé et détruit. Ce magnifique sous-marin, la fierté de notre flotte russe, est là, éventré. Le drame du Kursk signera la fin définitive des torpilles 65-76 à l'origine de la catastrophe. L'épave n'existe plus aujourd'hui. Elle a été fondue. J'espère qu'on prendra en compte l'expérience négative du Kursk dans la construction des nouveaux sous-marins russes. Parce que si on ne le fait pas, la mort de 118 membres de l'équipage du Kursk aura été vaine. Aujourd'hui, du Kursk, il ne reste que la petite partie haute, le kiosque, exposé dans la petite ville de Mourmansk, là où le sous-marin avait été immatriculé. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions demeurent et plusieurs théories du complot s'opposent à la thèse officielle. Une seule certitude. En sombrant ce 12 août 2000, le sous-marin a condamné à la mort 118 hommes dont la plupart n'avaient pas 30 ans. Un drame hors du commun. Une catastrophe hors de contrôle.